back there. Komiga ben buta. Ta babi lak de vebino. Mochua so benchum gamano. Abin bombete ya we see. Ba found the tabno. Une autre rencontre en fait intéressante dans ta vie, c'est ta rencontre en fait avec Slim Peasant. Quand tu sors l'album Marabout en 1989, c'est un album, je veux dire, beat afro-reggae. Comment as-tu fait la rencontre en fait de Slim Peasant? Ouais, là, j'ai la rencontre de Slim Peasant, c'est par le biais de Jean Dikoto Mandenge. Comme c'était un artiste, c'était non seulement son ami, parce qu'ils ont fait carrière presque ensemble. C'est par le biais de Jean Dikoto que j'ai pu rencontrer. Et on a fait cet album, le Marabout. Et c'était vraiment... Slim m'a écouté, ça l'a plu. Bon, il n'a pas hésité quoi. Il m'a mené en studio, il a fait le nécessaire, on a fait cet album. Il m'a fait des superbes belles guitares, un grand monsieur, un grand producteur aussi, réalisateur. Slim Peasant. Donc c'est une très belle expérience. Cet album, c'est en quelque sorte un album qui marque ta mutation sur le plan musical. Et finalement, on se demande quel est le risque musical de Jack James. Pourquoi? Parce qu'on te voit exceller, ou on vient entendu exceller dans plusieurs styles, dans plusieurs registres, qu'on peine en fait même à te ranger dans une case. Quel est ton registre? C'est ce que je fais, c'est cette... même si je suis ancré dans la tradition, mais j'ai une culture musicale très élaborée. J'ai commencé par jouer dans le club, j'ai voyagé, j'ai travaillé avec des artistes, j'ai accompagné de très grands artistes. Donc tout ça on apprend, tout ça, ça magasine dans le cerveau. Et donc ce qui fait que quand on a envie de créer, je pense qu'on n'invente pas des choses. Ces choses viennent et c'est l'artiste qui doit être capable de se les approprier pour pouvoir faire quelque chose. C'est parce que j'ai une culture, je suis ouvert, je sais que la tradition elle est ancrée en moi. Mais j'ai été influencé par ces musiques, tous ces orchestres que j'ai écoutés, ces orchestres que j'ai écoutés, que ce soit Fat Bang, tous ces grands groupes à l'époque, ça joue. Ça te permet de garder certaines choses. Ça veut dire que si jamais tu as envie de faire, c'est pas faire la même chose, mais faire à ta manière. Tu vois. Je pense que c'est pourquoi dans ma musique, je ne pourrais pas me définir comme un musicien qui ne fait qu'un style précis. Je peux faire, comme l'album, je peux faire un truc traditionnel, comme je peux faire un slow, comme je peux, voilà. Donc je suis un peu ouvert à tout genre de musique. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'elle vienne de moi. Que dans ça, qu'on ressente du Jack James, qu'on écoute mon univers, qu'on se retrouve dans ce que je fais, que ce ne soit pas comme quelque chose d'importé, quoi. Oui, mais de toute façon, on retrouve toujours ton empreinte. Parce que ton empreinte, en réalité, c'est l'éclectisme. Ta musique est assez éclectique, c'est-à-dire que mais on dit à chaque fois l'empreinte de Jack James dans ce que tu fais. Et parallèlement aussi à ta carrière solo qu'on évoquait, tu continues à faire des tournées avec plusieurs artistes en vogue et tu as participé à la réalisation de plusieurs albums en succès. Je vais citer quelques artistes avec lesquels tu as bien travaillé. Manu Dibango, comme tu le disais, Chalamwana, Sori Bamba, Alexis Laskini, Monique Guillet, Sanfa Thomas, Bob Guibert, Bambina, André-Marie Tala, Décanté Brillant, Sam Tchalambala, Tony Allen, Papa Wemba, King Kester Enemeya, Bushi Longo, Samangwana, etc. La liste est longue comme une bras. Si je veux citer même jusqu'à demain, on aura battu. On veut savoir lesquels parmi tous ces artistes avec lesquels tu as collaboré et travaillé t'ont le plus marqué. Moi, je pense qu'ils ont tous des qualités parce que dans le métier que nous vivons, ces artistes, s'ils arrivent là, c'est pas un hasard parce que quand tu as un chanteur comme Samangwana, c'est un compositeur de feu,
C'est des gens, quand tu joues derrière, tu les écoutes chanter. Tu ne peux qu'apprécier une femme comme Tchala Moana. Quand j'ai découvert Tchala Moana, c'était une bombe de scène. N'en parlons pas de la maman Abeti. Qui est Emilia Kester, cette génération qui sont arrivés. C'est la même chose, papa, n'en parlons. Papa, c'est le rossignol. Tonton Manu aimait bien l'appeler. Le rossignol, les papas, quand il est sur scène, même les quelques vidéos concerts, quand je l'écoute chanter, tu vois, c'est des gens, ils avaient tous des personnalités, vraiment. Tu sais, quand on arrive à c'est Manu qui nous disait toujours, les gars, être devant, c'est pas la même chose qu'être derrière. Et quand tu es devant, c'est une autre étape. C'est toi qu'on regarde, c'est pas derrière. Nous, on a eu l'habitude d'être derrière. Donc, ce qui fait que, même aujourd'hui, quand nous sommes devant, on garde toujours ces conseils. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tous ces artistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ça a été toujours... il y a quelque chose. Un mec comme Soribamba du Mali, c'est vraiment quelqu'un qui m'a appris la musique Dogon, qui m'a appris à me faire comprendre les harmonies de la musique malienne Dogon. Une fille comme Boussi Moulongo, c'est l'Afrique du Sud. C'est par le biais de Brice Wassi d'ailleurs que j'ai pu rentrer en contact. Mais aujourd'hui, j'ai un ami avec lequel j'ai tourné depuis au moins une vingtaine d'années, Sam Chabalala, un très grand musicien sud-africain. Je pense et toutes ces musiques-là, elles me nourrissent. Elles vraiment, parce que ce que j'ai toujours découvert, c'est que quand on rentre dans une musique, il ne faut pas l'écouter avec les oreilles, il faut l'écouter avec le cœur. Il faut surtout être capable, parce que nos musiques africaines, elles paraissent simples, mais quand tu rentres à l'intérieur pour les décortiquer, c'est comme la musique mandingue, la musique de l'Afrique de l'Ouest. Ils ne ressentent pas de la même manière que nous dans l'Afrique centrale. Quand tu vas au sud de l'Afrique, tu entends le musicien sud-africain, il te base sur le « et ». Alors que nous, en Afrique centrale, nous, on bat toujours sur le 1. Et chez les Mandingues, c'est la même chose. Le gars va te faire des trucs. Et il danse comme ça. Alors comment quand ça? Moi, je veux le sentir comme ça. Parce que nous, en Afrique centrale, c'est le 1 toujours. On prend sur le 1. Alors que quand tu vas en Afrique du Sud, quand tu vas en Afrique de l'Ouest, les musiciens, ils ont le 1 n'est pas le même. Et quand tu rentres dans ces musiques, et même parfois quand je joue avec certains guitaristes zaïrois, quand je les entendais jouer, et ils prenaient le ressenti, c'était pas tant le même ressenti que moi. Tu vois, ça veut dire que quand tu rentres dans cette musique, vraiment, toute cette musique africaine, tu vois la subtilité de la richesse. Pourquoi ici en Occident, ou pourquoi ils ont toujours, ça a été toujours dit dans l'histoire. L'Afrique, c'est pas pour rien qu'elle est le berceau de la musique. Mais franchement, et quand tu découvres tout ça, c'est magnifique, c'est magique. Tu vois, les Africains, ce que tu fais, moi je le ressens différemment. Et tu le ressens à ta manière. Mais on joue la même chose. Voilà, c'est ça. Vivant ou décédé avec lequel tu as voulu faire un featuring? Featuring, c'est vraiment, je dirais, pour être honnête, il y en a plein, mais je ne peux pas les énumérer. C'est pas que j'y pense faire un featuring, mais il y en a plein. Non, c'est juste pour savoir si un artiste en fait, que tu as identifié comme entrant en fait, dans ton univers musical. C'est-à-dire un artiste comme entrant dans ton univers musical avec qui tu pourrais faire un featuring. Tu sais, moi j'ai fait déjà quelques albums avec Justin Bovin, on a fait un truc, on a déjà fait des projets aussi. Je parle plus des vocalistes. Des vocalistes, il y en a beaucoup, mais c'est que je les regarde, je sais pas quoi dire parce que bon, c'est des trucs qui n'ont jamais, ça ne m'est jamais passé à la tête. Moi, par contre, des gens comme Salif, par exemple, mais comme Salif Keita,
j'apprécierais bien comme ce qu'il a fait avec Richard, ou je dirais parce que dans faire des dieux, on a toujours besoin de quelqu'un qui t'apporte quelque chose par rapport à ce que tu fais, tu vois. Et je ne dirais pas qu'au Cameroun, on n'a pas peur. On en a plein de très bons chanteurs au Cameroun. Et la jeunesse qui monte, je trouve qu'il y en a encore. Ils sont nombreux, ces petits jeunes. Quand je les écoute chanter, je ne peux qu'être fier de ce qui est derrière, quoi, de ce qui arrive. Voilà. En 1995, paraît ton album Danse de Faya. C'est en quelque sorte l'album de la consécration avec des titres comme Riano, Bangoula, Danzi, Inme Kofra NC ou encore Chaka Zulu. Parle-nous en fait de la réalisation de cet album qui a vu la participation d'une trentaine de musiciens. Et aussi, ce qui m'a aussi, du moins au-delà de l'aspect Medjumba, de la langue Medjumba qui transparaît dans cet album, c'est aussi le clin d'œil à l'Afrique du Sud parce que je vois l'ANC, c'est l'ANC de Nelson Mandela, Chaka Zulu, c'est tout ce record-là. Donc je voudrais vraiment que tu nous racontes en fait la réalisation et l'histoire autour de cet album. Ouais, c'est sûr que c'est un album vraiment pour moi, c'est vraiment un des meilleurs, quoi, parce que non seulement le fait qu'il y a des très grands musiciens, qu'on a utilisé des très bons musiciens camerounais et d'autres aussi, des Australiens qui ont joué dans cet album. C'était l'album pour moi de la maturité, de la synthèse, parce que comme je disais tout à l'heure, après les 2 albums, j'ai été à l'école. J'ai pris à l'école. Quand je suis sorti, j'étais vraiment, je dirais, je m'étais enrichi. Et là, je trouvais ma façon de jouer. C'est pourquoi cet album, la façon dont je phrase dans les guitares, c'est pas la même des 2 précédents. C'est que les 4 années de musique que j'avais fait avec tout le travail, j'avais trouvé une façon de jouer. Et c'est toujours ma prof, Rosine, elle était contrebassiste, Rosine Ferman, qui me disait toujours, Jacques, tu sais, moi j'enseigne ici à l'IACP depuis 25 ans. Les standards, vous les déchiffrez. Ce qu'on vous apprend ici, c'est pas pour jouer comme ces gens. Voilà. Ce qu'on vous apprend, c'est pour vous découvrir. On vous donne que les méthodes, c'est comme un architecte, on te dit il faut la chambre d'avoir 40 mètres carrés, le salon 30, parce que c'est la logique. Mais tu peux placer ton salon là où tu veux. Tu peux placer ta chambre là où tu veux. Donc, ce qui fait que toutes ces années, moi, je travaillais plus l'harmonie. Je faisais quelques standards. Parce qu'à l'école, il fallait quand même travailler sur des standards parce qu'on faisait des balles tous les 3 mois. Et parfois, des semaines, on faisait des groupes de 5-6 musiciens où vous devez travailler des standards avec des... Voilà. Mais quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un truc dans la tête. Il m'a dit, il y a beaucoup de musiciens qui viennent, qui apprennent et travaillent des standards et ils sont limités à vouloir jouer toujours, à vouloir réinterpréter. C'est bien beau quand tu travailles dans des cabarets, voilà, parce qu'on a besoin de... Mais pour le musicien, tu n'as pas besoin. Pour le musicien qui a besoin de créer, ce dont tu as besoin, c'est de comprendre comment fonctionnent les harmonies, les degrés, les modes, les accords, comment on appelle les accords de substitution, tout ça là, il fallait les apprendre, les comprendre et maintenant savoir comment travailler. C'est pourquoi quand je suis sorti de là, je me suis dit bon, déjà normalement, j'ai passé mon temps à travailler avec George Benson, que ce soit Scott Field, tout ça là, et ça m'a fait un tilt parce que je travaillais ces chansons, mais je ne pouvais pas utiliser ces phrases dans mes musiques. Parce que j'interprétais. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un tilt. J'ai dit waouh. Donc je me suis mis à travailler l'instrument différemment. Je travaillais les instruments, je montais mes gammes, je faisais des intervalles, je faisais ce qu'il fallait, et je travaillais les harmonies. Mais mon but, ce n'était plus de vouloir jouer comme George Benson ou Herb Blue ou quoi que ce soit. Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant que ça influait sur ce que je faisais. Il m'a dit non, Jacques, parce que même avant de m'inscrire à l'école, je l'avais ramené mes 2 albums. Je l'avais dit voilà ce que je fais. Mais intérieur, en moi-même, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me bloquait. Je ne pouvais pas aller au-delà. Et quand elle m'a fait comprendre, Jacques, tu composes aussi bien. Elle a écouté l'album Chéri Coco, elle a écouté l'album Le Marabout.
On a dit, ouais, c'est bien, parce que vraiment, je voulais comprendre, je voulais voir ce qui me manquait. Et c'est au fur et à mesure qu'elle m'expliquait vraiment ce que je devais faire par rapport au cours que je prenais. Et le but de ce que nous apprenons là, c'est pas pour que tu ailles le répéter comme un perroquet. C'est de comprendre comment ça fonctionne. Travaille pour trouver ton cheminement. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi quand je suis revenu avec le 3e album, Dance Around the Fire, et non seulement la chance que j'avais eue, c'était que j'étais entouré de C'était à l'époque où il y avait un certain dynamisme entre, je ne dis pas que ça n'existe plus, même si elle s'est un peu calmée dans le milieu camerounais, où vraiment les musiciens prenaient du ressort à devenir, à se mettre devant, à faire, à composer. Parce que nous, cette génération, que ce soit l'Ultramarine, avec Étienne ou Justin Beauvais, moi, les autres, c'est vraiment, c'était pour les Roger comme plein d'autres, que ce soit les Jimmy le saxophoniste. On s'est mis à faire des albums. Vraiment. On ne restait plus comme des musiciens, tu vois, comme on dit, backline, au sideman, tu vois. Il y avait cette envie de se mettre devant comme musicien ou artiste. Et pourquoi l'Afrique du Sud transparaît dans cette... Mais l'Afrique du Sud, parce qu'à cette époque aussi, on était, comme je disais, c'est l'époque Nelson Mandela. Je pense qu'il a été marié en 91. Voilà. Et c'est vraiment ça pour donner. Parce que n'oubliez pas qu'on a fait des marches, on a fait des tournées, des caravanes aussi. Pour la libération de Nelson Mandela. Et la musique sud-africaine, je ne l'ai pas découvert en France. J'écoutais déjà du Myriam Makeba au Cameroun. Mais cette époque vraiment, c'était le dynamisme, la musique sud-africaine. Et quand je l'ai découvert encore cette musique, en la jouant, la musique zoulou, j'avais l'impression qu'elle me parlait. Elle avait des consonances un peu babyloniques, quoi. Quand j'écoutais par rapport à leur histoire, leur façon de chanter. C'est-à-dire, on est dans une... Tu sais, chez nous, les Babyloniques, on chante, mais on implore toujours. On implore. Chez nous, c'est pas évident de parler de l'amour. Bon, chez nous, les Babyloniques, c'est implore. On donne des messages. Bon, j'ai fait un peu d'effort cette fois-ci de chanter quelques chansons. Et dans cet album, en fait, tu fais surtout aussi étalage de ta maîtrise lyrique, mais surtout l'instrument, surtout des instruments traditionnels. Tu mets par exemple en évidence un rythme très populaire au début, le Ndanzi. Est-ce que tu peux nous parler du Ndanzi? Oui, le Ndanzi, c'est un rythme que dansait papa. Le Ndanzi, c'est un rythme, c'est un peu la danse, ça se danse pas n'importe où. Ça se danse quand il y a un grand notable qui décède. Tu vois, papa, c'était un danseur de Ndanzi, il est parti à l'ouest, à Baranté, pour s'installer à Douala. À l'époque, déjà au village, ils dansaient, c'était des gens quand il y avait des grands décès, des grands notables, c'est là où ces gens viennent danser. Le Ndanzi ne se danse pas n'importe comment. Et j'ai fait ce rythme pour un peu faire un clin d'œil à papa aussi, parce qu'il dansait ce rythme, et dans laquelle je lui rends hommage aussi. C'était tout simplement être capable de mettre ces rythmes qui se jouent la plupart du temps avec le balafon et la table, à pouvoir les orchestrer. Et ce que je me suis rendu compte, est que ce rythme a une coïncidence avec le Bikutsi. On a à peu près les mêmes pulses, mais au niveau de ça a à peu près la même pulse, mais les sensations, les pulsations ne sont pas les mêmes, quoi. Est-ce qu'on peut en profiter, comme tu es là pour un cas pratique, rendre à la fois hommage à papa et profiter pour voir le lien entre le Ndanzi et le Bikutsi, et si tu peux nous jouer quelque chose? Parce que je dirais, le Bikutsi, ça c'est possibilité, mais le Ndanzi, c'est oui, c'est un peu ça, je dirais. Le Bikutsi, c'est autre chose aussi.
mais ça rentre un peu dans les c'est un peu les rythmes éternels, quoi. On est dans les rythmes qui pulsent toujours. C'est un genre de cher ami de la capitale un peu, tu vois, cette nostalgie quand il venait. Donc on s'est dit que c'est des musiques, elles se ressemblent, mais elles ont les harmonies ne sont pas les mêmes. Par exemple, le Ndanzi va te tourner sur 1-2, comme je disais tout à l'heure. Alors qu'au début, elle voyage. Parce que elle a déjà des harmonies majeures. Alors que dans le Ndanzi, on est dans des pentatoniques majeures. Donc c'est vraiment deux univers différents. Mais rythmiquement, ils s'emboîtent. Voilà. Ça revient en fait à ce que tu disais précédemment, la nécessité en fait pour nos États de valoriser la culture. Parce que dans nos écoles, en fait, on peut par exemple étudier ces différents rythmes et essayer en fait de travailler pour trouver le lien. Montrer comment ces différents rythmes en fait s'entrecoupent, s'entrechoquent. Et oui, voilà. C'était toujours ma douleur de me dire que comment se fait-il qu'un aussi grand pays comme le nôtre n'est pas capable de mettre toute cette structure. Là, on a de très grands musiciens, de très grands batteurs qui s'y connaissent vraiment dans ces rythmes-là. On a Brice Wassi, on a Njana, Jazz, on a Bourdon. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a des jeunes qui font des belles choses, mais c'est des mecs qui ont acquis une certaine compétence, surtout concernant nos rythmes camerounais. Parfois, je me demande pourquoi on les encourage pas, ne serait-ce que de venir parfois transmettre. Ça coûte rien, ils ne demandent pas l'argent. Vous les mettez à l'hôtel, vous les faites manger 2 semaines. C'est un défrayement et ils viendront faire le job. Transmettre. On constate aussi en fait que tu as une très grande maîtrise des instruments traditionnels, notamment de la sanza, le mbela, comme on appelle chez nous. Quelle a été, peux-tu nous parler de ta rencontre avec cet instrument? Ma rencontre, c'est un peu long, mais j'essaierai de la broser. La synthétiser, oui, c'est lors d'une tournée avec le groupe Cascas, on était en Afrique du Sud. Nous sommes arrivés, la première dame décédée, et tout est bloqué dans la ville. À l'époque, c'était Mugabe. C'était au Zimbabwe, alors. Au Zimbabwe, oui. C'était à l'Afrique du Sud. À l'Afrique du Sud, je me suis trompé, pardon. C'était au Zimbabwe. Mugabe avait perdu, la première dame, elle est décédée, donc nous, tout était bloqué. On était venus pour une tournée, on devait faire le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana et l'Éthiopie. On arrive au Zimbabwe, je pense une semaine après, parce qu'on attendait la venue de Pépé Kalé qui devait partir du Congo, qu'on fasse la tournée ensemble. Une semaine après, la première dame est décédée et tout est bloqué. Et donc là, il n'y a plus rien, toutes les activités annulées. Et l'organisateur nous demande de rester. On ne pouvait pas partir. Le temps que Pépé Kalé est parti du Congo, parce qu'à l'époque, il y avait des problèmes aussi au Congo, ça a traîné, ils sont venus par la route. Et ce qui fait que nous, on était là, avec le feu Willy, et il y a l'artiste Billy Abel, parce que Billy Abel, ils étaient en tournée, ils étaient au Kenya, et ils devaient passer par le Zimbabwe et aller au Botswana. Et nous, on était venus, on devait faire Zimbabwe, Zambie, et voilà, ils arrivent, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas partir parce que le producteur du Zimbabwe ne veut pas les laisser partir. Le problème, c'est qu'il ne peut pas jouer parce qu'il y a deux nationaux. Donc, les tournées se sont mis. Ça veut une tournée, ça se prépare, ça doit s'enchaîner. Et donc, tout s'est mis à décaler. Nous, on est restés pendant 1 mois. Et pendant ce temps, comme le groupe Billy Abel est revenu, on s'est retrouvés tous au Zimbabwe. Et avec Willy, on était à l'hôtel, on s'est retrouvés dans le même hôtel, on s'ennuyait, on se levait le matin, on mangeait, tout était parfait, on avait les perdièmes. Et on s'est dit, on va quand même bouger un peu, aller au marché artisanal. Et on va au marché artisanal. Vous savez, le Zimbabwe, c'est un des pays vraiment avec
le mbira. Comme tu disais tout à l'heure, chez nous, la sansa, c'est vraiment une institution là-bas. On arrive, on trouve les sansa pleins partout. Waouh! Et puis on s'est acheté des sansa, quelques petits sansa. On rentre à l'hôtel, on s'est mis à jouer. On passait notre temps. C'est comme ça, subitement. En fait, moi, je l'ai abordé l'instrument comme un instrument normal, quoi. Pour moi, c'était de l'entendre comme si j'entendais ma guitare. Mais c'est pas l'instrument que tu as voulu dans ta vie. Non. Au Cameroun, comme on disait, nos anciens jouaient du mbala. Oui, mbala. Au Cameroun, non. Moi, la chance que j'ai eu peut-être au Cameroun, parce que chez moi, il y avait une réunion des flûtistes qui jouaient tous les vendredis. Ils faisaient la réunion et ils faisaient vraiment la musique traditionnelle. J'ai eu cette chance parce qu'à notre époque, la musique traditionnelle se jouait. Il y avait des associations un peu partout. Mais cet instrument mbira, je ne l'ai jamais touché. C'est au Zimbabwe que je me suis mis à le jouer. Je me suis rendu compte, je me suis dit, waouh, c'est bien, c'est bien. Lui-même, il en a fait des albums avec ça. C'était notre... En fait, on avait laissé la guitare à côté. Ça nous plaisait de jouer et s'amuser comme ça à l'hôtel pendant un mois, c'est comme ça. Et on revient à Paris, l'instrument, il est là. Et je remets à la travail, tranquillement. Et subitement, je me dis, bon, ok. Le moment était venu, il fallait faire un projet. Sansa. Et c'est comme ça que j'ai fait ce projet Sansa. Avec... je me suis dit, bon, ok. Le premier sansa que j'avais, c'était une sansa qui avait 7 lames. Je me suis dit, bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de faire une sansa un peu plus large, avec 21 lames, qui me permettrait d'utiliser un peu une méthode comme si je jouais au piano. Bon, mon maman, il a appelé le piano à pouce. Je me suis dit, je vais donner plus de lames et travailler des intervalles. Comme ça, j'aurai les accords ici, et si je pourrais un peu improviser. Et pour faire ça, je ne pouvais pas le faire avec celle dont j'avais 7 lames. Donc, avec ça, 21 lames, je me suis conçu à 21, 22 lames. Et donc, je pouvais avoir 3 octaves. Je sais qu'il y avait 3 octaves parce que là, je pourrais m'amuser. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, avec une sansa de 21, 22 lames, je vais m'amuser. C'est ce qui a donné l'album Sansa Triomphe. C'est ça. Effectivement. Et bon, du moins, on en profite aussi pour rendre hommage à Willy Ford. Excellent bassiste. Excellent compositeur aussi. Excellent compositeur. Bon chanteur. Bon chanteur, il a laissé des chansons, mais à couper le souffle. Mais malheureusement, c'est un artiste qui n'a pas été reconnu de son vivant à la hauteur de son génie. Donc on lui rend hommage. Oui, Willy Ford, c'est que lui n'a pas été peut-être au Cameroun. Je veux dire, Willy Ford, c'était un monstre nigérian. Il a joué avec des très très grands musiciens. Et c'est surtout au Cameroun, peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion vraiment de se faire connaître. Mais Willy, avant de partir de Nigeria, c'était Faya. Willy à la basse. En plus, c'est très bon chanteur. N'oubliez pas que c'était le bassiste du groupe Matty Flint. Et qu'ils ont fait des albums. Willy est compositeur depuis. Willy, c'était un compositeur depuis. Et vraiment, on l'a pleuré, Willy. On l'a pleuré. Parce que non seulement il avait du cœur, ce mec, mais c'est un de nos premiers bons bassistes chanteurs qu'on a eu. Parce que les bassistes ne chantaient pas avant. Je veux dire, quand on les compte, et même jusqu'à aujourd'hui, on en a quelques-uns. On a lui, on a Willy, on a Étienne, on a Richard aussi qui tient le flambeau aujourd'hui. On a Vicky Dimo. On a Vicky Dimo, oui, Vicky, bon, Vicky c'est notre grand frère. Oui, aussi Dikoto qui a aussi chanté. Voilà, c'est vrai que ceux-là, c'est vraiment nos icônes. Je devais penser à eux avant de penser à d'autres bassistes qui sont venus. Mais je veux dire, oui, on a eu, à partir de cette génération, vraiment, parce que Vicky, on le connaissait toujours comme des musiciens. Tu vois ce que je veux dire? Vicky a fait de très belles chansons, je me souviens même de Longueuil, voilà, il a fait John Dikoto aussi, il a fait des tubes. C'est vraiment nous. Ceux-là, moi, je les mets toujours un peu à part. Ces deux-là, c'est vraiment et pour moi, c'est vraiment des icônes c'est des icônes de la base, quoi. Ces deux-là, je n'ai pas. Quand je touche à eux, c'est pour vraiment parler de ceux qui sont venus après. Voilà. Parce que ces gars-là, ils avaient déjà, les deux là, ils avaient toutes les techniques de la base. Il y avait l'autre qui avait un son magique. Le père Dikoto, parce que quand tu le vois jouer avec les doigts, le son que tu entends, tu te demandes si c'est quelqu'un. Et Vicky, alors, avec la vitesse, avec voilà, le slap, tout ça, je pense qu'ils ont pu transmettre à cette génération
c'est ce qui fait la basse aujourd'hui. On ne peut pas parler de la basse camerounaise sans parler de ces grands-là. Même s'il y a eu des Manfred avant qui jouaient un peu la basse, mais ces deux-là vraiment, voilà, ils ont poussé la basse à un certain niveau qui fait qu'aujourd'hui ça donne ses fruits. Du coup, on rend hommage aussi qu'on a. On rend hommage à ces icônes. Voilà. Voilà. Dikoto Mandenge, ouais. Peux-tu nous jouer un bout de ton titre Bangoulap? C'est pas de la basse. C'est pas la basse. C'est un petit bout avec une petite glissade, tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. En 2008, paraît Show Me the Way. C'est un album instrumental à travers lequel on peut apprécier les talents des guitaristes et l'esprit derrière cet album. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, l'album Show Me the Way, en fait, l'album Show Me the Way, c'est vraiment une transition de donner le côté acoustique à l'instrument. Parce que je partais de Bangoula avec une guitare, la façon de jouer. Et Show Me the Way, c'était plus épuré, c'était plus light, un peu jazzy, un peu poussé. Parce qu'on a fait, il y a Nuchum qui est à l'intérieur, où Tonton Manu fait sax monstrueux. Et je voulais donner un peu plus de guitare acoustique dans l'album Show Me the Way. Bon, le message c'est toujours le même. Voilà. Et en 2014, tu reviens avec un projet très intéressant, c'est le projet Sans Attribut. Dans ce projet, tu te fais accompagner par Emilio Isaya, un excellent joueur de Gazaval, Alex Queen, qui est un percussionniste et professeur de batterie. Parle-nous un peu de ce trio. Comment vous êtes rencontrés? Ouais, le trio, ça s'est fait comme tu dis, après avoir réalisé le projet d'album Sans Attribut. Il fallait justement les interpréter. Le Ganzaval, Emilio, c'est un partenaire de longue date avec lequel on s'est rencontré pour la première fois. C'était Faco. Et Faco a doué avec il travaillait avec Christian qui était le patron de Nami. Et c'est comme ça qu'on a pu créer une certaine affinité. Emilio est arrivé à Paris. Et quand quelqu'un qui aime bien les instruments traditionnels, il fallait l'inclure pour qu'on ait une diversité d'instruments traditionnels, parce que le Ganzaval, c'est un instrument. C'est vrai qu'ici en Afrique de l'Ouest, ils ont la Kora. On a le Ganzaval qui vient du nord du Cameroun. Il fallait combiner les deux pour trouver une certaine justesse pour interpréter cet album sur scène. Ce qui a été magnifiquement bien fait. Alex, qui est un très bon batteur, je ne vais pas le présenter. Il est dans le milieu camerounais, il travaille ici avec certains artistes brésiliens, cubains, il fait d'autres choses aussi. Et il y a la percussion, qui est en plus quelqu'un de l'Ouest.
mais un enfant d'Angola. Voilà. Donc ça pourrait être quelque chose de magique. Voilà.